Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce blog francophone dédié à l'électronique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un appareil qu'on pourrait croire disparu depuis bien longtemps, mais qui est toujours là, bien en vie. C'est le lampemètre. Alors, vu que le tube est toujours utilisé, surtout en audio, à grande échelle, qu'il y a des fabricants encore qui continuent à produire, surtout chez les Chinois, des tubes de toutes sortes, des répliques de toutes sortes. Finalement, le lampemètre est toujours là à être utilisé pour pouvoir trier, tester, aller rechercher des références, aller rechercher les caractéristiques soit de production actuelle, soit de production ancienne. Et donc c'est un appareil qui, étonnamment, est incroyablement simple d'une manière intellectuelle, mais qui existe sous un nombre incommensurable de variantes diverses, à un tel point qu'on ne sait plus trop si un appareil sait faire telle chose ou pas. Alors, avant de s'intéresser à toutes les considérations techniques qu'on peut rencontrer sur ces appareils, la première chose qui est importante, c'est en fait de savoir qu'est-ce qu'on va en faire et dans quel contexte on veut utiliser un lampemètre. Alors, la première chose qui va conditionner le choix du lampemètre, c'est quel genre de tube on va devoir mesurer. Si on n'achète que des tubes neufs venant de vendeurs professionnels qui fournissent des services de tri, d'apparemment ou de vente de paires ou de quartets de tubes déjà bien similaires entre eux, en fait le lampemètre ne sert pas vraiment à grand chose. Par contre, si on veut faire ses propres schémas, si on a des contraintes particulières de forte symétrie dans les schémas, ou si on veut utiliser des tubes qui ne sont plus disponibles qu'on a en stock, le lampemètre peut être justifié. Mais selon le type de tube, on va pas aller chercher n'importe quel type de lampemètre. La première chose qui compte, c'est est-ce qu'on va utiliser des tubes type américain, des tubes type européen, et en fait quel type de support on va être amené à utiliser. Et l'important de son lampemètre est au moins les supports des tubes qu'on va utiliser, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a une telle variante de type de lampemètre, de combinaison, que souvent, dans le lot, il manque un support qu'on a besoin d'utiliser, et on est obligé de bidouiller un truc pour pouvoir utiliser son lampemètre qui est incomplet. Alors c'est important d'essayer de voir à peu près quel type de tube on va avoir à utiliser. Alors il y a les cas simples, les cas super simples, qui posent aucun problème, qu'on retrouve dans nombre de lampemètres sans difficulté. Par exemple, un tube, là ici un tube de petit signal, 5691, 6SL7, tube standard octal, vraiment ça c'est très classique, ça marche facilement sur n'importe quel type de lampemètre, européen ou US. Donc ça, si on n'utilise que ça, des 6L6, des 6V6, or ça, il n'y a pas trop de questions à se poser, on aura un vaste choix, parce qu'ils vont faire à peu près tous ce style de support. Alors, si on tombe sur l'utilisation de tubes typiquement américains avec les 4 broches, comme cette 300B par exemple, là, il faut bien vérifier qu'on a bien le support 4 broches habituel de ces tubes-là. Hein, donc, ça demande déjà un petit tri au départ du type de lampemètre qu'on voudra avoir. Mais ça reste assez courant, donc ça va encore. Alors, plus difficile, si on veut utiliser des tubes beaucoup plus anciens, comme par exemple ça, c'est une 101D. Alors là, c'est un support 4 broches Western Electric à baïonnette. Alors ça, il y en a déjà beaucoup moins qui ont ça, qui ont ce style de support. Des anciens ICOC, par exemple, l'ont, mais c'est clair que chez Matrix ou d'autres lampemètres plus récents, c'est quasi certain que ce style de support, il faudra de toute façon soit se créer un adaptateur, soit chercher vraiment des références qu'ils fournissent d'emblée. Voilà, ça c'est déjà plus difficile. Alors, il n'y a pas que le support qui pose des difficultés, il y a aussi le type de tube. Si on utilise des petits tubes comme ça qui ne consomment pas trop de courant, à peu près tous les lampemètres sont capables de d'éviter ce qu'il faut. Mais si on veut utiliser un lampemètre pour vérifier des tubes plus gros, déjà la 300B pose certains problèmes. Tous les lampemètres ne supportent pas ce tube parce qu'il est trop puissant. Il réclame une tension de plaque qui est déjà supérieure à 300 volts, et les lampemètres qui dépassent ça, c'est pas très courant. Ça demande aussi du courant, c'est basse impédance, donc il faut du courant, il faut pouvoir débiter là-dedans. Tous les lampemètres ne le font pas, certains lampemètres le déconseillent. Hein, donc ça, c'est déjà plus difficile. Alors, si on veut attaquer des tubes genre 211 ou 845, là, il n'y a quasiment aucun lampemètre de disponible. On est obligé de passer à un montage personnel
ou faire son propre truc. Il existe quand même des trucs assez anecdotiques, mais ils sont soit introuvables, soit à des prix absolument énormes. Donc il n'y a aucune garantie de trouver quoi que ce soit qui permette de vraiment tester ces tubes-là, mais dans des conditions d'utilisation, c'est-à-dire sous 1000 volts et non pas sous 250 volts. Rien ne l'empêche de le brancher sur un Matrix, mais en fait il ne va rien montrer parce qu'il ne sera pas mesuré dans les conditions normales. Alors il y a encore plus difficile. Voilà, ici par exemple, ça c'est pareil, c'est une 211E Western Electric avec un support anglais. Alors ça c'est le mouton à 5 pattes qui a été fait spécialement pour l'armée britannique par la Western Electric. Alors ça, c'est pas un bricolage, ça a été fait spécialement sous commande spéciale. Mais alors là, ce support, je ne l'ai jamais vu sur un lampemètre en soi, et en plus, c'est une 211 qui a besoin d'une tension d'utilisation assez conséquente, ce qu'on n'a pas toujours. Alors, il y a encore pire. Plus gros, il y a la 212. Voilà, ici, un tube, bon ben, si on veut vraiment l'essayer, il faut le passer à 2 kV, voire plus, un courant plaque de 80 ou 100 mA, un support adéquat. Il faut bien voir que ce truc-là fait 8 à 10 cm de diamètre, ça fait 30 cm de long, c'est un très gros truc. Alors ça, c'est un original de la Western Electric, et il fonctionne. Hein. Voilà, bon, ça, faut pas compter trouver des lampes-mètres pour faire ça. Il faudra faire son montage personnel avec une alimentation, éventuellement l'alimentation de l'ampli qu'on voudrait faire avec. Mais il y a pire encore. Faut pas compter avoir un lampemètre pour ce genre de truc, qui lui est encore plus gros. Alors par rapport à une 212, il faut bien voir que c'est beaucoup plus gros. Alors ça tient même pas dans la caméra. Voilà, c'est à peu près 2 fois plus grand qu'une 212, le diamètre est 3 fois plus grand. Donc ça fait 1 kW, théoriquement, j'ai jamais essayé de le pousser. 17 volts, 17 ampères de filament, rien que ça. Bon là c'est 3, 4, 5 kV. Donc dès qu'on tente les tubes d'émission, c'est même pas la peine de compter avoir un lampemètre pour tester ces tubes-là. Donc il faut bien comprendre que le choix d'un lampemètre va être conditionné par les tubes qu'on va utiliser et les conditions électriques qu'on veut atteindre. Et les lampemètres qui fournissent beaucoup de tension ou beaucoup de courant, faut pas trop rêver, il n'y en a quasiment pas et ça nécessite vraiment des montages ad hoc. Alors maintenant, on va aller étudier un petit peu quelques lampemètres. Quels sont les types de lampemètres disponibles, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on veut acheter un lampemètre d'occasion, et comment ça se comporte, quelles sont certaines variantes d'utilisation et des variantes de schéma, des variantes de brevets, etc., qui sont innombrables dans ce domaine. On va aller regarder ça un peu plus près à côté, et on va regarder quelques exemples pratiques. Bien, nous allons commencer par décrire les différents types de lampemètres. Je vais faire des catégories habituelles, bien que certains lampemètres peuvent se situer entre une catégorie et l'autre. Mais bon, j'ai décrit à peu près les 4 catégories principales de lampemètres qu'on peut rencontrer. Ceux qui savent faire et surtout ceux qui ne savent pas faire. Et on va regarder aussi un petit peu certains fonctionnements particuliers sur certains types de lampemètres qu'on rencontre d'une manière assez courante. Alors pour illustrer, j'ai ici trois lampemètres. Un 310 Matrix, un ICOC militaire, un TV3U, et ici c'est un Dynatra qui servira d'exemple de ce qu'il ne faut jamais acheter quand on achète un lampemètre. Donc ici, en fait, le plan de cette présentation. Alors, on va commencer par le premier type de lampemètre, si on peut appeler ça un lampemètre. C'est le type qu'il faut éviter à tout prix, c'est ce qu'on appelle le testeur de continuité. Alors ça ne sert qu'à une chose, ça vérifie si le filament n'est pas coupé. Ça ne teste absolument rien d'autre. Alors si vous voyez un lampemètre où il y a juste un support, un bouton et un galvanomètre qui dit bon, pas bon, vous pouvez être sûr que c'est un simple test de continuité. Donc là, vous pouvez oublier ça, un ohmmètre suffira très bien et voilà, ça ne dira rien de plus que ça. Donc ça on oublie. On va passer directement à un type de lampemètre qui est très courant, c'est ce qu'on appelle le testeur d'émission. Alors le testeur d'émission, c'est pas vraiment un lampemètre, c'est quelque chose qui fait simplement une mesure des capacités d'émission du tube. Alors globalement, le schéma de ce style d'appareil est extrêmement simple. On a un tube, ici je vais prendre par exemple une tétrode.
Ce truc-là va simplement mettre une tension. Alors après, ça va être, on va dire, une tension. Éventuellement, une résistance pour charger. Ici. Alors selon les modèles, il y en a qui court-circuitent les électrodes d'un côté ou ils les court-circuitent de l'autre. Personnellement, je préfère le court-circuit à la cathode parce que ici, on pourrait simplement avoir des courants gris qui puissent sortir et mettre le tube dans une position inconfortable. Simplement, c'est en résumé simplement un test du tube connecté en diode. Ça ne fait que tester l'émission. Alors, ça soulève de gros problèmes. Ça sait faire qu'une seule chose, c'est tester une émission, mais il y a beaucoup de choses que ça ne sait pas faire et que ça ne montre pas. La première chose que ça ne montre pas, ce sont des courts-circuits interélectrodes. Si la grille est en contact avec la cathode, ça ne changera rien et on ne le verra pas. Deuxième chose que ça ne montre pas, ce sont des défauts d'émission de la cathode, ce qu'on appelle des points chauds, des hotspots. Ce sont simplement des zones où la cathode émet plus que d'autres. Le problème, c'est que quand la cathode a une émission irrégulière, ça ne se voit pas parce que ça ne voit que l'émission globale. L'effet que ça, c'est que le pilotage de la grille est déformé par rapport à ce qu'il devrait être. En général, la grille a beaucoup moins d'impact dans ce cas de figure. Ça, on peut facilement le démontrer. Simplement, la grille est moins efficace sur les zones qui émettent beaucoup d'électrons et elle ne sert à rien sur les zones où l'émission est beaucoup plus faible. Donc ça ne montre pas des problèmes d'émission cathodique, des problèmes liés à une hétérogénéité d'émission de la cathode. Okay. Ça, c'est le deuxième souci qu'a ce genre d'appareil de mesure. Le troisième souci, c'est que comme le tube est utilisé en diode, il est forcément utilisé à des tensions beaucoup plus faibles qu'il ne serait habituellement. Parce que si on prend une simple triode qu'on met en diode et qu'on met sur 250 volts, qui est une tension couramment rencontrée, le tube va exploser, disons qu'il va fondre instantanément. Simplement, le courant ne sera pas tenu par une polarisation de grille. Donc ce sont des tubes qui sont utilisés sous quelques dizaines de volts seulement, et donc totalement en dehors de la plage d'utilisation habituelle. Donc ce sont des très fortes limitations. Alors on reconnaît ces lampes-mètres à émission, simplement parce qu'il n'y a pas de bouton de polarisation de grille. Ça se limite à un affichage qui dit bon, pas bon, ce qu'on appelle l'échelle anglaise. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un affichage bon, pas bon que le lampmètre n'est qu'à émission. Hein. Le détail principal, c'est qu'il y a un réglage ou pas de polarisation de grille. Ces appareils n'en ont pas. Okay. Donc ça, c'est le deuxième type d'appareil. Alors, on les rencontre souvent sous la dénomination en français Eurelec. Par exemple, ce sont des petits appareils qui ont l'air sympas et tout, mais en fait, c'est extrêmement limité et ça ne sert vraiment qu'à voir si le tube est mort ou pas au niveau de son émission. Mais ça ne dit absolument rien d'autre que ça et c'est extrêmement limité. Alors, si on veut avoir un lampmètre pour faire un peu mieux que ça, c'est pas conseillé d'avoir un testeur d'émission parce que finalement, ça ne fait pas grand-chose et ça ne mesure rien dans l'absolu. Ça ne donne qu'une échelle approximative et il faut se référer au bouquin fourni avec le lampmètre pour avoir des ordres de grandeur de ce qu'on doit lire sur l'écran. Alors, bon, pas bon, ça dit que le tube est bon, pas bon dans les conditions d'utilisation qui sont de toute façon en dehors des clous. Donc, moi, je déconseille fortement ce style d'appareil. C'est vraiment si on n'a pas autre chose sous la main et si vraiment il n'est pas cher, on peut avoir ça en dépannage. Mais il ne faut pas trop en espérer. Alors, maintenant, on va passer plutôt aux appareils plus intéressants et à ceux que je considère être déjà des lampes-mètres en tant que tels. Il en reste deux catégories principales. La première catégorie, c'est ce que j'appelle ici un testeur statique. Alors, le testeur statique, c'est le lampmètre dans sa définition. C'est vraiment pour moi la définition du lampmètre. C'est je prends un tube, admettons ici une triode. J'ai une résistance, j'ai ici une tension variable de plaque. Ici, je mesure le courant qui va passer au travers de la charge. Et ici, j'ai une tension de grille variable. Voilà. Très succinctement, on fixe ça, on mesure ça, on a un point de fonctionnement du tube. Voilà. Alors ça, c'est la définition simple
du lampmètre. C'est tel qu'il devrait être. Alors, le lampmètre statique, c'est ça. C'est je mets une tension continue ici et là, et je mesure le point, et voilà. Bon. Malheureusement, dans la réalité, il y a très peu de lampmètres dits statiques qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qui ont des alimentations continues. Le problème des alimentations continues, c'est qu'il faut un filtrage, il faut qu'elles soient réglables, et ce sont des schémas délicats à faire. Alors, des variantes existent où ce sont des tensions alternatives. On va regarder ça, par exemple, dans le cas du Matrix 310. Le Matrix 310 n'a pas de régulation, il n'a pas de tension continue. Il utilise un subterfuge qui est basé sur des tensions alternatives. On va regarder ça tout de suite. Simplement, ici, à partir du moment où on n'a pas un lampmètre qui fonctionne avec des tensions continues, il ne faut pas espérer mesurer des valeurs absolues de caractéristiques du tube. C'est-à-dire que ce sont des approximations qui sont basées sur des linéarisations de choses qui ne le sont pas. On va le voir tout de suite avec le Matrix 310. Le gros Matrix U61, lui, est de cette catégorie. On peut s'en servir comme appareil de mesure en tant que tel. Mais on ne pourra pas se servir d'un 310 pour être sûr du courant qui circule dans un tube dans telle ou telle situation de polarisation et d'alimentation de plaques. Alors, comment un 310 fonctionne et quel subterfuge ils ont utilisé pour éviter d'avoir des alimentations régulées continues? Alors, le schéma d'un 310, c'est à peu près ce qu'on peut imaginer de plus simple d'un lampmètre. Le 310, c'est vraiment le minimum syndical auquel on doit s'attendre dans le cas d'un lampmètre. Pour moi, c'est vraiment limite. Il ne faut pas espérer avoir autre chose que quelque chose d'approximatif, et on peut s'en servir surtout pour comparer les tubes entre eux, mais certainement pas pour avoir des mesures justes sur tout type de tube. Alors, le principe, c'est, on a un tube, ici, okay. Ouais, c'est simple, il est simplement, bon, il y a toujours une résistance de plaque pour pouvoir mesurer quelque chose, sauf que ici, carrément alimenté par le secteur. Voilà. Ici, la grille est alimentée, alors on va le prendre ici, par aussi une tension secteur. Okay. Mais il est mis de telle sorte qu'ils sont en opposition de phase pour avoir une grille qui est négative par rapport à la masse. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Mais simplement, le redressement est fait par le tube à tester lui-même. Donc ce qui se passe ici, c'est que le courant, lui, il va se retrouver à passer une fois sur deux, à une alternance sur deux. La grille, elle va faire ça, sauf que les alternances positives, on va dire, ne vont pas être utilisées parce que le tube sera éteint. Donc il y a juste les alternances négatives de grille qui vont fonctionner en même temps. Alors ici, il y a plusieurs positions, il y a plusieurs positions sur ce qui permet d'avoir différentes tensions de test, mais ce sont des tensions qui ne sont pas variablement continues. Ce sont des points multiples sur un transformateur. Le tube est utilisé en tant que redresseur semi-alternance. Et ici, le voltmètre, qui est un galvanomètre à cadre mobile, lui, va mesurer une valeur moyenne de ce qui circule dans le tube. C'est son inertie qui va faire, qui va calculer un courant moyen là-dedans. Alors, le manuel décrit assez bien la méthode, et le problème ici, c'est que ça suppose, pour être juste, que le tube a des paramètres qui sont constants pendant toute l'alternance. Et ça, c'est un gros problème, parce que ce n'est pas vrai. Un tube, ça n'a pas de caractéristiques constantes avec l'alternance. Ici, on va mesurer simplement les valeurs moyennes durant un cycle. Si le courant plaque fait ça, la grille, elle va faire ça. En gros, bon, ça, c'est une zone qui ne sert à rien. Ici, on va avoir une zone ici. Alors, la tension de polarisation de grille va devenir d'autant plus négative que la tension de plaque va devenir d'autant plus positive. Ça, disons, ça ne va pas compenser, mais disons, ça va aller dans le bon sens et ça va essayer de faire un courant qui ne va pas être tout à fait constant, mais va devenir un peu constant parce que les deux grandeurs vont varier en même temps. Alors, si par exemple la transconductance du tube était constante, ce serait relativement juste, mais ce n'est pas le cas parce que de toute façon, les courants
sont une fonction ici de la tension de grille et éventuellement la tension de plaque qui sont en puissance 3,5. Donc déjà, même si les paramètres du tube étaient constants, il y a quand même une puissance 3,5 qui fait que le lien entre les deux n'est pas linéaire. Alors, Matrix, lui, simplement évalue que ce facteur 3,5 diminue le courant à peu près de 10% par rapport à ce qu'il devrait être. Donc il le compense en calculant les composants autour du galvanomètre pour ramener la perte à quelque chose qui est plus proche de la réalité. Et comme c'est en demi-alternance, ils sont obligés d'avoir un galvanomètre 2 fois plus sensible pour pouvoir remonter à une valeur de courant qui se rapprocherait de celle qui serait dans la réalité si c'était alimenté en continu. Alors ce sont des approches qui essayent d'être le plus juste possible, de minimiser l'erreur, mais ce sont deux méthodes de mesure, la méthode à courant continu et cette méthode par redressement par le tube, ce sont deux méthodes qui ne sont pas proportionnelles l'une à l'autre. Alors ça va marcher plus ou moins bien selon le type de tube. Les tubes qui ont des transconductances fixes ou même des transconductances qui varieraient dans le sens inverse pourraient assez bien fonctionner. Mais en général, les tubes qui ont des pentes variables, des tubes qui ont des pentes très élevées, qui ont des résistances internes faibles et des choses comme ça, de toute façon vont tomber à côté en dehors des échelles moyennes. Hein. Donc c'est un moyen d'avoir un schéma simplissime, mais c'est surtout un moyen de ne pas avoir quelque chose de très précis. Donc le 310, il ne faut surtout pas penser à avoir un appareil de mesure dans l'absolu pour dire mon tube sous 250 volts, il a un courant de temps quand la grille vaut tant. On ne peut pas le dire. On ne peut pas relever des courbes de tube avec ça. On aura un réseau de courbes qui sera faux. C'est certain. Il sera probablement juste dans certaines zones, mais il sera faux globalement. Par contre, il pourrait être tout à fait utilisé pour comparer les tubes entre eux. Ça, c'est tout à fait bon. Le fait de redresser comme ça permet d'utiliser le tube sans faire chauffer, parce qu'il conduit finalement assez peu de temps, la moitié du temps, et en plus sur une portion de sinusoïde, donc la puissance dissipée par le tube est beaucoup plus faible que s'il est alimenté par la tension continue équivalente. Et voilà, c'est quelque chose qui permet surtout de comparer les tubes entre eux et avoir une idée. Alors, ce principe d'avoir des variations sur des tubes qui auraient par exemple des grandes transconductances, eh bien, Matrix en a tenu compte dans ces tables de valeurs. Les tables de valeurs de Matrix ne correspondent pas forcément au courant tel qu'il est décrit par le constructeur. Ce sont des valeurs qui peuvent être souvent plus faibles parce qu'ils tiennent compte de la non-linéarité de la méthode de mesure. Donc, ils donnent la valeur qu'on doit obtenir sur le galvanomètre ici, mais ça ne correspondra pas au courant tel qu'il sera réellement utilisé, qui circulera dans le tube s'il est utilisé d'une manière conventionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir, c'est que le Matrix 310, c'est vraiment le minimum syndical au niveau technologique. C'est vraiment, technologiquement, c'est le plus pauvre. C'est quelque chose qui est bâti comme un tank, qui est extrêmement robuste, mais qui est techniquement extrêmement arriéré. Il ne faut pas aller en demander trop. Alors, il y a l'excès inverse, pareil, qui est dans la même catégorie des testeurs statiques, qui est le U61. Alors, U61, lui, c'est j'ai des alimentations multiples pour tout, des galvanomètres pour chaque alimentation, qui sont réglables, qui sont précises, et lui permet de mesurer les points et de relever les courbes de manière précise. Lui correspond à l'idéal du lampmètre. Le seul problème, on va dire, de ce lampmètre-là, c'est qu'il fait une mesure d'un point. Alors, si on veut calculer la pente, on est obligé de faire plusieurs mesures, et puis relever des courbes, il faut mesurer plein de points, et puis les tracer. Mais lui peut servir à mesurer les courbes. Malheureusement, le prix... Bon, c'est un gros truc aussi, il a l'air super compliqué, mais en fait, en interne, il est extrêmement simple. Il y a 3 alimentations identiques, avec le tube qui change pour avoir du courant pour le truc de plaque, mais c'est un lampmètre conceptuellement extrêmement simple. Hein, faut pas se laisser impressionner par ce lampmètre qui est conceptuellement très simple. Hein. Mais beaucoup trop cher maintenant, je pense. Si on a l'occasion d'avoir un pas trop cher, c'est très bien. Il faut avoir ses camemberts et bien sûr son bouquin de combinaison, très important. Mais au prix où il coûte, on peut avoir au moins aussi bien pour moins cher. Voilà, donc ça c'était un exemple de lampmètre statique tel qu'il est là. Alors, le Dynatra ici est aussi un lampmètre statique, mais ça on en parlera, du guide d'achat et ce qu'il faut surtout pas acheter.
Alors, on va passer au deuxième type de testeur, de lampes-mètres sérieux. Ce sont les lampes-mètres qui mesurent la pente, ou la transconductance, ou les micromos. Enfin, il y en a plusieurs dénominations, mais c'est toujours la même chose. C'est mesurer la transconductance du tube. Alors, conceptuellement, c'est quoi? Si j'ai un tube qui a une caractéristique quelconque, on va prendre par exemple celle-là, ou une triode, la transconductance, si je passe d'une valeur VG à une valeur VG autre, la transconductance, ça va être, quand je varie en tension VG pour une tension de plaque donnée, VP, ben je vais avoir une variation de courant, ici. Ici, j'ai une variation de grille de delta VG, et je vais avoir une variation de courant. Et ben, la pente, ça va la variation de courant par rapport à la variation de VG. Alors ça, théoriquement, elle est définie en un point. C'est la tangente en un point du réseau de caractéristiques qui serait sous la forme, pas celle-là, ça c'est la caractéristique de plaque, mais l'autre caractéristique qui fournit à tension de plaque constante la variation de courant par rapport à la variation de grille, c'est en fait défini en un point. Alors, bien entendu, on ne va pas le calculer en un point. Ce qui va être fait, c'est qu'on va faire varier la tension de grille un petit peu autour d'un point de repos et on va mesurer la variation de courant. Alors, le schéma théorique idéal de ça, ben, c'est simplement un tube qui va être... Ça va être une généralisation du lampes-mètre statique. Le tube, pareil, va être chargé par, ici, une tension plaque, une résistance de charge, une tension plaque. Voilà, tension plaque variable. Ici, on va avoir un voltmètre pour mesurer le courant ici. Et ici, on va avoir une tension grille plus une tension superposée sinusoïdale. Ce qui permet d'avoir une tension grille qui varie d'un delta VG. Alors ici, je suis en valeur négative. Les tensions grilles sont négatives. Ok. Donc on va superposer à une polarisation une tension sinusoïdale de faible amplitude, simplement pour travailler autour du point. Et en sortie, ce qu'on va faire, ben, on va enlever la tension continue qui restera, éventuellement on peut la redresser et mettre une kappa et mesurer la tension résiduelle. Bon, il y a plein de variantes. Parce que ça, vu la faiblesse de ça, ici, il est probable qu'on ait un signal très faible. Alors, idéalement, il faudrait l'amplifier, etc. Bon, on suppose qu'il y a un redresseur actif, un amplificateur, tout ça, ce qui permet de mesurer ici le résidu sinusoïdal issu de la variation de tension plaque et donc du courant dans le tube. Alors, ça, c'est le principe. Alors, comme d'habitude, le problème, c'est qu'il faut des alimentations continues, il faut une alimentation sinusoïdale en plus, il faut un système là de redressement, d'extraction, etc., etc. En gros, personne ne fait ça. Il y a une exception, c'est le U61, avec une autre unité, le U661, qui sert à ça, qui sert à servir du U61 comme alimentation, et lui, il rajoute une tension alternative, et il y a une vraie mesure de la pente dans sa définition même. C'est probablement un des seuls qui sache faire ça. Mais alors, avoir le U61, c'est déjà quelque chose, mais avoir le U661, alors là, c'est encore une autre. Donc là, c'est vraiment un cas extrême, mais en général, les lampes-mètres à pente, qui mesurent la pente, n'utilisent pas ce principe-là. Alors, le plus connu là-dedans, c'est Hickok, qui est la marque américaine qui est à peu près celui qui est le plus connu au niveau des lampes-mètres à transconductance. Alors Hickok, eux, ils ont trouvé un moyen extrêmement malin de simplifier énormément ce système-là et même de ne pas avoir de tension continue. Alors là, c'est un système extrêmement astucieux, très astucieux, mais il est faux. Et il faut pareil, ce sont des appareils, il ne faut pas les utiliser pour avoir une mesure absolue de la transconductance en un point de fonctionnement. Tout simplement parce que souvent il n'y a que un ou deux points de fonctionnement pour évaluer la pente, et surtout le principe même du truc fait que ce n'est pas juste
parce que ce n'est pas étudié en un point. Alors, le principe du coq est extrêmement ingénieux. Alors voilà le principe. Alors, le principe c'est, on a un redressement en double alternance avec, on va prendre une diode, une double diode, un tube double diode. Ici. Ok. Alors, le tube à tester, lui, bon, on va le mettre là. Le tube à tester. Alors, comment ça marche? Il y a on va dire une subtilité. Ici, on va avoir un ampèremètre. Et ici, on va avoir deux résistances. Disons, on va mettre plutôt un potentiomètre, un point milieu. Voilà, ici. Et ça va par là. Ok? En gros, c'est comme ça. Bon, après, évidemment, ici, on n'a rien d'autre. Alors, au niveau de la grille, il y a une alimentation fixe. Effectivement, c'est assez facile de faire une alimentation pour une grille. Une simple petite capa suffit. Comme il n'y a pas de courant de grille, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de super filtré, etc. Et ici, on a aussi un petit bobinage qui vient du transformateur là. C'est-à-dire que la grille est alimentée par un petit signal sinusoïdal issu du transfo d'alimentation. Alors, il est orienté de telle sorte que l'amplitude aille dans le bon sens. Mais bon. Alors, le principe, c'est que ici, on a un potentiomètre. Il est réglé de telle sorte que quand ici, on n'alimente pas, c'est-à-dire qu'ici, il y a juste une tension fixe de grille, on le fait de telle sorte que là, le courant qui passerait ici est égal au courant qui passerait là. Voilà. C'est un redressement en double alternance. Okay, donc, selon le sens des bobinages, à une alternance, le courant passe là-dedans, et l'alternance d'après, il va passer ici. Okay, donc, ça fonctionne une fois sur deux. Et ici, on va avoir un truc en double alternance, sachant que si ça c'est le bobinage 1 et ça le bobinage 2, ça ce sera dû au bobinage 1, le suivant au bobinage 2, etc. Parce que ici, la diode va passer que d'un côté ou de l'autre selon le sens de l'alternance. Okay, et en moyenne, si le tube n'est pas polarisé et a une polarisation fixe, il n'a pas de polarisation variable au niveau de sa grille, mais sur toutes les alternances, il va y avoir le même courant, il est dans les mêmes situations. Donc, le courant qui va venir ici va être le même que celui-là. Ça, c'est équilibré de telle sorte que ce soit le cas. Et l'ampèremètre qui se met aux bornes de la résistance, ampèremètre, un galvanomètre à cadre mobile qui mesure la valeur moyenne, va se retrouver ici, grâce à son inertie, à marquer 0. Parce que à chaque cycle, il va se retrouver avec des courants opposés identiques. Donc lui, il va rester à 0, il ne va pas bouger. Maintenant, on ajoute ici une polarisation, donc une petite sinusoïde qui va se superposer à ça. Et bien, sur un cycle, la grille va être une tension VG qui va être supérieure, c'est-à-dire le tube va conduire plus. Par exemple, sur le cycle 1, VG va être supérieur, et donc, dans ce cas, on va avoir un courant qui va être comme ça. Et dans le cycle d'après, le VG, lui, sera une tension inférieure, donc le tube va conduire moins. Donc en fait, le courant dans le tube va être comme ça. Un cycle sur deux va être plus ou moins fort par rapport justement au sens de VG qui lui est synchronisé. Ça veut dire que ici, en un cycle, chaque cycle va être asymétrique. Et ici, comme chaque cycle va être asymétrique, l'ampèremètre va détecter un déséquilibre. Et on peut montrer que ce déséquilibre est proportionnel à la différence qu'il y a de courant en moyenne sur ces trucs-là. Okay, alors, c'est un moyen très très astucieux de mesurer une différence de courant qu'il y a d'un côté et de l'autre. Et comme c'est proportionnel à la différence de courant, en calculant bien les composants autour de l'ampèremètre et en mettant les bonnes valeurs de tension, etc., on peut avoir directement une lecture de la transconductance, ici. Parce que comme on connaît ça et qu'on fait de telle sorte qu'autour, le courant soit adapté à la valeur de tension ici,
on se retrouve à lire directement la transconductance sur l'ampère-mètre. Et ça permet d'éviter d'avoir à faire quelques régulations que ce soit, et ça permet d'avoir une mesure indicatrice du courant. Alors, c'est astucieux, mais c'est faux. C'est à peu près du même genre que le 310. C'est que ça se fait sur des cycles entiers. Or, dans les cycles entiers, la transconductance du tube est variable. Donc, ça mesure qu'une sorte de transconductance moyenne sur la durée d'un cycle. Et en fait, après, bon, ben, ça fait en fait la différence entre les deux, mais ça reste une mesure qui est faite non pas sur un point d'une caractéristique, mais sur un cycle entier d'attaque du tube. Et ça, en fait, ça va donner quelque chose d'approché. Et ça va être d'autant plus faux que le tube sera extrême, c'est-à-dire qu'il sera soit avec une résistance interne très faible, une transconductance très élevée, ou une pente très variable, des choses comme ça. Donc, c'est en cette raison que ça ne peut pas mesurer dans l'absolu les valeurs. Alors, voilà typiquement ici un ICOC. Alors ça, c'est un ampère-mètre très intéressant. Alors ça, c'est le 310, c'est méga lourd. Ça, c'est beaucoup plus léger. Et c'est techniquement beaucoup plus avancé. Le Matrix, dans sa construction interne, c'est des fils en l'air et en fait c'est vachement rustique et c'est pas si bien fait que ça. Hein. La fiabilité de ce qu'il y a dedans, les fils nus, les trucs qui pendouillent et tout ça, il y en a. Dans les ICOC, c'est à l'américaine et c'est pour l'armée. Tous les fils sont bien rangés avec des taurons, bien isolés, etc. C'est bien dense. L'avantage de cet appareil-là, c'est qu'il a des supports pour les vieux tubes américains. Alors là, ça c'est typique de ce style d'appareil. Voilà l'appareil circulaire. Alors, prise américaine, évidemment, ces appareils de 110 volts. Donc il faut juste un transfo. Ce qui est bien avec ce style d'appareil, c'est que bon, il y a les tubes américains habituels. Alors les tubes européens, il n'y en a pas. Là, c'est le problème de ça. Donc ici, on a tous les trucs de filament, on a tous les trucs de calibration, des tas de types de mesures. Ça peut aussi faire voltmètre, ça peut aussi faire capacimètre, hein, avec toutes les combinaisons. Il y a différents types de tests, on en parlera pas. Et ce qui est extrêmement intéressant, alors il y a la calibration du secteur, et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les caractéristiques sont intégrées au lampmètre. Il n'y a pas de bouquin de caractéristiques où il y a des additions, mais toutes les tables sont intégrées. Et ça, c'est vraiment un plus, avec tout dans l'appareil sans être obligé de se traîner des bouquins. Et celui-là, le TV3U, il a cette caractéristique de pouvoir mesurer par exemple des 300B, toute la gamme des Western Electric, 101, 102, 105, 205, 300B, tous les 752, tous les tubes américains 45, 50, tous ces trucs-là. Et c'est capable de les faire. Et il a un galvanomètre qui est assez complexe, qui fait des tonnes de mesures. C'est aux limites du système près. C'est pour moi l'idéal parce que c'est compact, c'est léger, c'est ultra fiable et ça permet vraiment de faire un maximum de mesures et de faire des mesures, disons, plus complètes qu'un 310. Parce qu'un 310, si on veut faire une pente avec un 310, il faut mesurer 2 points et faire la tangence, etc. Ça se fait directement et ça permet de faire vraiment des tas de trucs. Alors c'est pareil, c'est bâti comme un tank, c'est entièrement en aluminium. Il y a une qualité des potentiomètres qui est assez étonnante. C'est vraiment super militaire. Hein. Vraiment là. ICOC, c'est quand même une marque, on ne fait pas trop d'erreurs si on achète, si on trouve ce genre d'appareil. Voilà. Donc, moi je conseillerais plus ce style d'appareil parce que il est plus compact. Mais il est plus cher à trouver en France, en Europe. Le 310, c'est un bon appareil quand on a une utilisation occasionnelle. Hein. Ce qui est important dans ces trucs-là, c'est aussi d'avoir toutes les infos possibles pour les calibrer. Parce que ça se calibre et c'est assez facile à calibrer. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la technique ICOC. Alors, il y a des tonnes de variantes. Chez d'autres marques comme AVO, ils ont dû contourner ce truc-là parce que ça, c'était breveté. Et ceux qui veulent utiliser ce système doivent payer des royalties assez considérables et doivent avoir la marque ICOC écrite dessus quelque part.
Donc ICOC a tenu le marché assez longtemps avec cette technique-là, et par exemple des marques comme AVO ont contourné en mesurant la pente d'une manière super tordue, détournée, enfin bon, c'est un système autre que ça, qui est plus compliqué, mais finalement ils sont très souvent dans un contexte de mesure alternative comme ça. Il n'y a quasiment pas de lampes mètres qui font vraiment des mesures telles quelles. Et ça, il faut vraiment toujours l'avoir en idée, c'est que les lampes mètres sont des appareils limités. À part le U61 et puis son acolyte U661, c'est le seul, je le connaisse, qui puisse vraiment faire des mesures exactes. Okay. Donc voilà en gros, expliquer la différence avec ces différentes technologies utilisées dans ces lampes mètres. Alors, les lampes mètres, ils se différencient par la technique de mesure des tubes, mais aussi ils se différencient par des options supplémentaires qu'ils peuvent offrir. Ça, c'est important d'avoir un appareil qui ne fournit pas que des mesures de tubes dans l'absolu, mais qui font aussi des mesures de court-circuit, de mesures de courant de grille, de mesures de bruit, de mesures de toutes sortes de mesures annexes qu'on peut en déduire et qui sont plus ou moins disponibles selon les lampes mètres. Alors, c'est ce que j'appelle ici les options. Alors les options, ce sont des trucs qu'on trouve selon les lampes mètres, selon leur prix, selon leur marque et leur prestige. On retrouve plus ou moins d'options. Alors, il y a des options qui sont très pratiques, c'est par exemple les options de court-circuit. Les options de court-circuit, c'est simplement une résistance, un tube néon, et puis ici, avec les interrupteurs, on va tester entre une électrode et une autre, voir s'il y a un court-circuit dedans. Et donc, si ça s'allume, c'est qu'il y a un contact qui peut être plus ou moins résistif. Hein, c'est pas forcément un contact franc, mais ça permet de vérifier que toutes les électrodes n'ont pas de lien électrique entre elles. Alors ça, c'est un des trucs les plus simples. Ce qu'on trouve souvent, c'est les mesures de fuite de grille. Alors, le principe est aussi assez simple. On prend un tube ici. Si on veut mesurer s'il y a un courant de fuite de grille, c'est simple. Il suffit de mettre une résistance en série avec la grille, d'alimenter la grille, et éventuellement, s'il n'y a pas de courant de fuite de grille, si on court-circuite la résistance, il ne se passe rien. Par contre, s'il y a un courant de fuite de grille, on va avoir une variation du courant de plaque parce que ici, on aura une chute de tension qui va faire que la grille va être à une polarisation différente de ce qu'elle devrait être. Donc, le fait de court-circuiter la résistance de grille va faire qu'il va y avoir un changement de courant dans la plaque. Donc, le test de fuite de grille, c'est que quand on touche un interrupteur, il n'y a rien qui se passe quand le tube est bon. Il y a aussi des tests de gaz qui peuvent être des tests d'amorçage en mettant le tube à une tension relativement élevée et puis voir s'il va s'amorcer ou pas. Ça permet de voir s'il y a des ions de l'air ou des choses comme ça qui sont dans le tube. Ça peut être des ions métalliques issus des électrodes elles-mêmes, ça peut être une fuite. Donc il y a plein de sortes de tests comme ça, il y a toutes sortes d'options. Il y a aussi des tests de bruit par exemple, en branchant une antenne, en branchant un poste de radio récepteur à une prise et ça permet d'écouter. Si on tape sur le tube, si on peut écouter, voir si le tube est microphonique, des choses comme ça. Il y a toutes sortes de petites options. Alors c'est intéressant de voir ce que l'appareil fait. Donc celui-là a voltmètre, capacimètre, ampèremètre. Alors celui-là, bon, c'est une bouse, mais il fournit des tensions continues utilisables à l'extérieur. Celui-là, c'est pareil, il a des tests de court-circuit, des tas de trucs qui sont des suppléments aux mesures de tube. Okay, donc ça c'est important de voir un peu, quand on a le choix entre plusieurs, de prendre celui qui a le plus d'options, parce qu'il y en a qui sont très pratiques. Alors, et là j'en viens à un résumé assez synthétique d'un guide d'achat et ce qu'il faut faire et pas faire lorsqu'on achète un lampemètre. Alors, si on veut acheter un lampemètre, il faut prendre une marque connue. Les trucs inconnus, issus de nulle part, vaut mieux éviter parce que ça peut être très bon, mais le problème c'est que trouver le manuel, trouver les tables de correspondance et les tables de brochage, trouver le schéma, trouver les moyens de le calibrer deviennent quasiment impossibles et là c'est mort. Okay, donc, à éviter les marques inconnues.
À éviter absolument les trucs, c'était depuis 20 ans dans le grenier, ça appartenait à papy qui vient de décéder, ça appartenait à un mec qui tenait un magasin, machin. Donc ça, c'est les excuses habituelles pour refourguer les trucs tout pourris. C'est pas trop conseillé. Après, on peut être joueur, on peut être sûr, ou on peut acheter un appareil pour avoir des pièces de rechange parce qu'on en a déjà un. Ça peut être intéressant. Mais dans ce cas-là, ça doit être un prix absolument dérisoire. Hors de question d'acheter 200 € un truc qui sort d'un grenier. Ça, c'est à éviter absolument. Quand on achète sur eBay ce genre de truc, il est bon d'acheter à quelqu'un qui a un profil d'évaluation de l'ordre de 100%. Et voir s'il n'a pas déjà vendu des choses comme ça, etc. Donc, c'est important d'acheter à quelqu'un qui sait vendre ce genre d'appareil. Alors, certains sont des professionnels qui vendent des appareils calibrés, garantis. Le prix est toujours très élevé, c'est clair. Mais là, bon, si on ne veut pas prendre de risques et qu'on a un peu de sous, autant acheter directement un professionnel qui va garantir son appareil. On en trouve sur eBay, on en trouve aussi sur des sites web dédiés. Et bon, ça, c'est le plus fiable, mais c'est le plus cher. Si on peut bricoler un peu et essayer de faire soi-même un peu le truc, on peut prendre des trucs d'occasion. Mais prendre une bouse, c'est certain qu'on ne pourra pas le réparer parce qu'on ne trouvera pas les pièces. Si le galvanomètre est mort, c'est même pas la peine, on ne l'en trouvera pas. Parce qu'on n'a pas les caractéristiques et puis de toute façon on n'aura pas les mêmes dimensions, on ne trouvera rien. Alors, quand on demande des infos sur un appareil, il est très très important, il est primordial d'obtenir des photos de tous les côtés de l'appareil. Le cap secteur ne doit pas être coupé. Ça veut dire que s'ils ont coupé le cap secteur, c'est que l'appareil ne vaut même pas l'intérêt que le cap secteur a servi parce qu'on en a eu besoin pour autre chose. Il est très important de vérifier qu'il a toutes ses vis. S'il n'a pas ses vis, ça veut dire qu'il a été fouillé et la personne qui l'a fouillé n'a même pas daigné remettre les vis tellement le truc n'a aucun intérêt. Donc à partir du moment où l'appareil n'a pas ses vis, c'est même pas la peine de l'acheter. Là, c'est-à-dire le mec, il n'a même pas eu à s'emmerder à remettre les vis. Okay, ça c'est très important. Une chose très importante pour éviter les pièges, si on achète des appareils américains, bon, vérifiez s'il a le 220 volts, mais bon, à la limite, c'est pas trop grave. Celui-là ne fait que 110 volts, un transfo 220-110 suffira. Mais vérifiez que le transformateur supporte le 50 Hz. C'est très important. Parce qu'un transformateur qui est calibré pour le 60 Hz sera toujours trop petit, il va chauffer et il sera en saturation. Et le transfo risque d'avoir des problèmes. C'est très important de vérifier que le transfo supporte le 50 Hz. Celui-là, il va de 50 Hz à 1400 Hz. Et c'est écrit derrière. Okay, les ICOC de plus haut de gamme ont prise de 220 volts. Mais c'est très important de vérifier que le transfo supporte le 50 Hz, qui est calibré avec ça. Ok. En général, il faut être sûr de pouvoir avoir les infos de calibrage pour le calibrer. Il faut être sûr d'avoir le schéma. Il faut être sûr d'avoir la notice d'utilisation. Il faut être sûr d'avoir les tables de correspondance avec les tubes. Ce qui est intéressant, ce sont les lampes-mètres qui utilisent des cartes. Alors, il y a ce qu'on appelle les cartes matiques. Ce sont des lampes-mètres qui n'ont pas de bouquin, ils ont des lots de cartes avec des trous. Et en fait, en prenant le tube qu'on veut, on met la carte, lui, il va automatiquement sélectionner les électrodes de la combinaison, il suffira mettre le tube sur le support, et lui, il va automatiquement se calibrer. C'est difficile à trouver, c'est relativement cher. Il vaut mieux utiliser les ICOC parce que les cartes sont en plastique. Les RCA, par exemple, ont des cartes en carton qui peuvent être dégueulasses au bout d'un certain temps. Alors ça, c'est la version de luxe ultra simple pour celui qui ne veut pas s'emmerder à changer les boutons. Mais bon, c'est peu courant, c'est difficile à trouver en bon état. Mais bon, c'est important de pouvoir trouver toute la doc sur son appareil. Ce qui est important, mais là c'est difficile de voir à distance, c'est l'état du galvanomètre. Le galvanomètre peut être magnifique, super beau, mais s'il est grippé, c'est même pas la peine, il est mort. Et le galvanomètre, alors pour en trouver, on va toujours vous lever. Déjà en trouver pour des Matrix, c'est déjà l'enfer, mais alors trouver sur des appareils inconnus, alors là, même pas, c'est même pas la peine. Alors je vais donner un exemple d'un appareil typique de ce qu'il ne faut jamais acheter. Alors voilà, un Dynatra, c'est un 204F. Alors c'est un lampemètre, on va dire, complet. C'est pas un testeur d'émission, c'est un vrai lampemètre avec redressement, etc. Alors ça c'est typique de l'appareil qu'on peut trouver en France. C'est l'appareil dans sa boîte en bois avec plein de supports. Il a beaucoup de choses, hein. Il a des réglages. Il est séparé en redresseur et tube pour les tensions de filament.
Hein, il a une tension de filament pour redresseur et pour les tubes. Il a différentes tensions de plaques. Il a un réglage de la tension de grille. Alors la tension de grille, elle n'est pas graduée. Il y a ici, je sais plus où, là, des fiches banales. Il faut mettre un voltmètre pour mettre la tension de grille à la bonne valeur. Il a des différents supports. Il a des supports identiques avec différents câblages. Un support dédié au redresseur, un support octal pour tel tube, un autre support octal pour les doubles triodes, un support octal pour autre chose, des supports européens. Il est assez complet. Techniquement, il est pas mal. Il est complet, il fait plein de types de mesures, on peut faire des tas de trucs. Il peut servir comme source de tension pour un appareil extérieur. On peut vérifier ici les deux plaques d'un tube redresseur en même temps, de manière indépendante. C'est souvent pas le cas. Il y a certains lampes-mètres qui permettent de tester toutes les sections d'un tube sans être obligé de changer les combinaisons. Ça, c'est très pratique si on fait beaucoup de trucs, beaucoup de tubes. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais bon, ça a l'air bien. Sauf que c'est une grosse merde, c'est une bouse innommable et jamais je mettrai ça sur le secteur. Alors, pourquoi? Mais simplement, il n'y a aucune vis dessus. Donc ça veut dire que c'est pas bon du tout. Alors, le problème, c'est... Là, j'ai même pas remis les vis. Le problème, c'est que dès qu'on regarde comment c'est fait à l'intérieur, alors là, il y a de quoi avoir très peur. Voilà typiquement la justification pourquoi on a des normes de sécurité, normes CE, normes tout ce qu'on veut, sur les appareils qui sont destinés au grand public et à être branchés sur le secteur. Imaginons que ça, je vais me rapprocher de la caméra pour montrer un petit peu le style de système utilisé. Alors ça devrait faire plaisir à beaucoup d'audiophiles parce qu'il n'y a aucun isolant sur les fils. Tout est en l'air et alors là, je parle même pas du fil qui bleu-blotte là au-dessus, là, qui est absolument pas isolé. Alors il peut toucher tout ce qu'on veut, il peut toucher le boîtier, tout ça. On remarquera la résistance ici qui je suspecte est entourée d'amiante. On remarquera, bon, les contacts sont tout pourris et tout, enfin c'est une catastrophe. Et des gens qui achèteraient ça et le mettre directement sur le secteur, alors là c'est dans le genre suicidaire. Au mieux ça fait sauter le compteur, au pire il y a du secteur sur l'appareil. Alors ça, c'est à éviter comme la peste. C'est ce qu'il y a de pire et de plus dangereux qu'on puisse imaginer. Alors, évitez absolument ces vieux lampes-mètres qui ressemblent à des vieux appareils des années 40, totalement un peu à l'ancienne. On aurait peut-être des espèces de retours de nostalgie, des vieux trucs, mais ça, poubelle. À éviter absolument, si vous voulez pas vous mettre en danger, ça, c'est à éviter comme la peste. Et en plus, on va en trouver, mais à des prix élevés. Hein. Ça, je garantis qu'il y en a qui sont en bon état, hein, mais à éviter absolument. Déjà, pour moi, le Matrix est limite à ce sujet parce qu'il est, par certains côtés, un peu câblé comme ça. Mais bon, lui, c'est quand même un petit peu au-dessus. Hickok et grosses marques américaines, ou grosses marques anglaises genre AVO, ou des trucs très connus, style RCA, style Sencor, des choses comme ça. À éviter Eurelec, tous ces trucs à émission qui sont des petits machins. Voilà. En gros, les marques les plus connues, c'est celles qui sont les meilleures. Hickok, AVO, Sencor, BK, Matrix, surtout les gros. Et le reste, oubliez, vous êtes certain quasi d'avoir une grosse bouse et en tout cas quelque chose qui risque d'être super dangereux. Voilà. Donc, en gros, très rapidement survoler tous les types de lampes-mètres les plus courants. Hein. Alors ça, bon, ce sont des appareils globalement qui ne peuvent pas mesurer dans l'absolu les valeurs, à part les gros Matrix. Et finalement, bon, ce sont des appareils assez anciens qui sont conceptuellement très simples, hein, sauf certains trucs qui sont des espèces de contournements pour que les appareils soient plus faciles à faire. Mais bon, pour moi, ça reste des appareils pour enfants, ça reste des trucs pour les gamins. On aura un prochain épisode pour les vrais appareils, mais ceux-là pour adultes, ce sont les traceurs de courbes. Et là, je crois qu'on va un petit peu plus s'amuser que ça.